Employé Sécure, épisode technique, je suis accompagné de Clément. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Ça va, super. Aujourd'hui, on continue encore dans la série. Le dernier épisode, c'était sur l'élévation de privilèges. Là, on va aller sur la persistance. C'est-à-dire, une fois qu'on a élevé, une fois on veut maintenir le plaisir le plus longtemps possible pour créer des dommages ou créer de l'argent ou ramasser le plus d'argent possible ou explorer plus loin, tout dépendant de notre objectif. Fait que je vais te laisser commencer. On fait comme un peu la dernière fois. On va valider les 3 grands cladeurs, puis on va les différents moyens qu'on est capable de persister dans ceux-ci. C'est ça. Bon, déjà, on en avait parlé la dernière fois. Je crois qu'on avait mentionné que pas mal de techniques en élévation de privilèges ou en persistance étaient similaires, ou alors utilisaient, entre guillemets, des techniques finalement qui étaient un peu similaires. Par exemple, on avait parlé la dernière fois dans Azure des service principles pour l'élévation de privilèges. On va en reparler aujourd'hui pour la persistance. Évidemment, c'est des techniques sont proches, mais derrière, en fin de compte, l'objectif est bien différent. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de persister. Comme tu l'as dit, ça peut être soit de garder un accès, ça peut être intéressant, soit de garder un accès à des données, par exemple, de se dire, je sais pas moi, il y a un bucket S3, j'ai envie dans 6 mois d'avoir toujours accès. Par exemple, imaginons que ce soit il y a du code là-dedans qui se doit balancer dans je sais pas moi, du pipeline de développement ou que ce soit du code JavaScript qui soit, parce que très souvent on voit ça, par exemple, on voit du code JavaScript qui est dans un bucket S3, puis qui sert de source pour un site web, par exemple. Ça peut être intéressant de pouvoir garder, par exemple, cette backdoor sur un bucket S3. Donc ça peut être vraiment à différents niveaux, la persistance. Et puis pour l'accès aussi vraiment simple, ou alors pour l'accès à des données aussi, par exemple des mails, du OneDrive, du Gmail ou peu importe. Donc ça va ça. On va aller aujourd'hui au travers des 3. Est-ce que tu as une préférence Azure, AWS, GCP On va commencer par les moins connus, mettons. En tout cas, pour moi, là, on va commencer par GCP. Ok, ça marche. Donc ouais, en effet, GCP c'est un peu moins couvert, même en termes de blog post, de recherche ou autre. Ce que j'ai remarqué durant la dernière année là, c'est que beaucoup de couverture sur Azure, beaucoup de recherche sur Azure, beaucoup de couverture aussi sur AWS. De la recherche aussi qui est faite sur AWS, GCP passe un peu en dernier. Il y a quand même des trucs assez cool. On va en parler un petit peu. En termes de persistance, évidemment, on a toujours les trucs, je dirais, dans GCP un peu classiques. Dans tous les clouders, comme tu as dit, on a des comptes, on a des modèles IAM, on a soit des user accounts, soit des service principals, soit des service accounts. Dans GCP, en général, on a des user accounts et des service accounts. Donc le truc vraiment classique pour persister, déjà la première étape, le one-to-one, hein, c'est vraiment comme sur un Windows NetUser/add. Ça va être de créer un nouveau service account avec soit des droits d'administration directement, par exemple un rôle primitif genre éditeur ou alors même au-dessus owner, tu vois, soit de créer un service account avec, par exemple, comme on l'a dit la dernière fois pendant la Privesc, avec des permissions, par exemple, délégation implicite. Donc on va lui mettre vraiment une seule permission, par exemple, au service account. On va lui mettre délégation implicite sur un service account qui a énormément de droits. Voilà. Du coup, avec la délégation implicite, ce qu'il fait finalement, c'est qu'il récupère les droits du second service account en se faisant passer pour lui. Donc, en fin de compte, on peut faire les choses un peu comme ça. Évidemment, je dirais que c'est un peu quand même, ça risque d'être monitoré, ça risque d'être détecté. Créer un nouveau service account avec droit d'administration. Donc, en général, ce qui est aussi intéressant pour les service accounts, c'est d'aller créer des clés, des access tokens, en fin de compte. Et ce qui se passe avec GCP et les access tokens, c'est que tu peux en créer jusqu'à 10. Et il y a pas d'expiration en fin de compte dans GCP des clés de service account. Donc c'est plutôt assez cool parce que déjà faut que l'équipe d'IT revoie ses service accounts. Est-ce qu'il y en a un qui est nouveau? Est-ce qu'on a toujours ils sont toujours corrects? Puis ensuite, il faut qu'elle revoie les access tokens, du coup, des service accounts. Et si jamais elle les revoit pas, t'as un accès un peu limité. C'est assez intéressant. C'est un bon moyen de persister, mais c'est vraiment le truc classique, quoi. Ou alors on s'ajoute à un groupe. Ça, c'est vraiment un peu hérité des moyens de persistance classiques qu'on peut retrouver sur un système Windows ou Linux. On crée un user. Bon, voilà, on persiste en user. L'autre technique dans GCP qui est assez intéressante, mais qui est aussi pas propre qu'à GCP, qui est propre
tous les environnements cloud, AWS, Azure et GCP, puis les autres que je connais moins. C'est la possibilité en fin de compte d'utiliser ce qu'on appelle la feature de Cloud Shell. Cloud Shell en fin de compte, c'est des shells qu'on a accès quand on est par exemple dans les portails Azure, AWS ou GCP. Vraiment le portail graphique via notre browser, on peut accéder en fait à un shell. En général, c'est soit un bash Linux, soit un PowerShell, et il pop en fait avec nos droits. C'est-à-dire que, imaginons qu'on est l'user John Doe sur GCP, on démarre un Cloud Shell. En règle générale, ça va créer un stockage pour pouvoir, par exemple, gérer de la session, gérer les fichiers qu'on va écrire, des choses comme ça, et les récupérer par la suite. Et puis ensuite, ce Cloud Shell, du coup, il a les droits de l'utilisateur. Dans le cas où on compromet l'utilisateur, du coup, on veut persister avec cet utilisateur-là et qu'on a un accès à GCP, on a un accès en tant qu'utilisateur. Ce qui est peut-être intéressant, c'est juste de backdoor, en compte, cette interface Cloud Shell, parce qu'en fait, le home directory des environnements Cloud Shell, en fait, il persiste au travers de toutes les sessions. Donc là, on est vraiment sur une persistance un peu classique Linux ou Windows, où par exemple dans Linux, on va aller modifier le bash RC de l'utilisateur, puis à chaque fois qu'il va se loguer ou je vois qu'il va ouvrir son bash, en fin de compte, ça va popper un shell ou peu importe. Oui, c'est ça, évidemment, que comme il y a beaucoup de Linux qui sous-tend l'info nuagique, même chez Microsoft, toutes ces techniques-là demeurent quand même intéressantes, puis de les remettre en action dans ces nouvelles façons de l'utiliser en cloud. C'est ça. Mais c'est vraiment, on est vraiment sur un truc, entre guillemets, vraiment hérité l'IT, là, entre guillemets, de l'IT classique, hein. Bon, le cloud, c'est l'IT, mais hérité des anciennes persistances qu'on pouvait avoir. Mais c'est toujours intéressant parce que très souvent, ça va pas être forcément très, très monitoré. Puis on s'entend, si t'arrives à avoir un accès à GCP, à popper un Cloud Shell, et à chaque fois que le mec, il l'ouvre, du coup, tu popes un reverse shell ou une connexion où tu récupères son access token, parce que c'est ça en fait en général que tu vas cibler, hein. C'est soit tu récupères un reverse shell, soit tu fais exécuter une action, soit tu récupères son access token. Dans le cas du cloud, le plus intéressant et le plus discret techniquement, hein, ce serait de se dire, regarde, le Cloud Shell, il l'ouvre parce qu'il veut faire une action d'administration en shell depuis le browser. Je récupère son access token au user, et l'access token, je l'envoie sur un webhook URL, par exemple, je fais un wget avec à la fin l'access token derrière. Et moi, sur mon serveur, je récupère mon access token que je reçois en tant qu'attaquant. Ça, c'est intéressant, honnêtement, et ce serait la voie, entre guillemets, que je prendrais, un peu moins flyée. Donc, c'est plutôt cool. Après, on a deux choses dont on va parler qui sont assez similaires, mais qui sont liées, en fin de compte, aux entités externes. En fait, dans GCP, il y a un truc qui est un peu spécial, qui est aussi le cas dans AWS, en fin de compte, dans Azure, mais entre guillemets, on en a moins l'impression. Dans AWS, on a les relations de trust, la trust policy. Dans Azure, on a des guest accounts. Mais là, réellement, dans GCP, on a la possibilité, en fait, d'inviter un user externe. Quand on entend user externe, c'est vraiment, ça va être n'importe qui avec un Gmail, ou alors n'importe qui a une organisation dans Google Workspace, par exemple. On s'entend que n'importe qui peut créer en plus une organisation dans Workspace. Il suffit que tu aies un nom de domaine enregistré chez n'importe quel fournisseur DNS. Tu le setup dans Workspace. Demain matin, tu es, je sais pas moi, Clément Incorporation. Et puis voilà. Si l'entreprise c'est Robert Incorporation, t'as ton arrobase clémentincorporation.ca et peu importe. Donc en fait, l'idée c'est de se dire, dans la console GCP, on a accès à la console GCP, on veut persister. Mais on veut pas persister avec notre user actuel parce qu'on se dit, ouais, peut-être que ils vont peut-être flaguer, en fin de compte, tout simplement, le chemin d'accès, ils vont peut-être flaguer l'user, peut-être qu'ils vont faire une revue des comptes, un audit. Donc on se dit, il nous faut un autre compte, on peut créer, comme on a dit tout à l'heure, un nouveau service account, ok. On se dit, on va faire autre chose. Puis aussi, là, je parle de technique de persistance, mais faut aussi pas se limiter, hein. Si on persiste 10 fois avec 10 techniques différentes, c'est très bien. Autant le faire. Faut pas se priver. Plus il y en a, plus le plaisir est grand, puis plus ça va être Exactement. L'objectif, c'est de pas être détecté, ou si on est détecté, de continuer à avoir d'autres façons. Fait que plus on en a, s'il y en a qui sont brûlés au passage, on est capable de maintenir ou de rétablir le même niveau de privilège qui a été perdu dans la découverte par l'équipe défensive, là. C'est ça, exactement. Parce que ils vont peut-être en trouver une des techniques que t'as mis, deuxième, troisième peut-être, puis après t'en as peut-être mis 4, 5, 6, puis ils vont trouver la 6, puis ils vont pas trouver 4, 5. Donc tu te dis, en fait, c'est ça l'idée après, puis c'est une question de temps aussi.
Pour l'attaquant, réellement aussi, la notion importante, c'est le temps. C'est combien de temps et d'efforts il va mettre pour breacher une cible, combien de temps et d'efforts il va mettre, combien de temps il va avoir d'accès, par exemple, quand il va persister. Et c'est hyper important parce que, on le sait, le plus de temps que le plus de temps que tu vas ralentir l'attaque, le plus de temps que le plus que l'attaquant va se dire bon bah je laisse tomber, c'est trop compliqué pour rentrer, pour breacher. Pour persister, c'est pareil. Le plus de temps que tu vas mettre à la découvrir, potentiellement l'impact sera plus grand. Peut-être que les accès auront été revendus 10 fois, ce sera même plus le même attaquant initialement qui avait breaché qui a accès maintenant. Donc on parlait des invités externes. Les invités externes, en fin de compte, on peut inviter en fin de compte dans la console GCP. Alors, je précise bien depuis la console GCP, parce que là, ce qu'on va faire en fin de compte pour persister, c'est qu'on va inviter un utilisateur externe. Donc, on va envoyer sur johndoe@gmail.com. On va lui envoyer en fin de compte une invitation à cet utilisateur externe qui n'est pas dans l'organisation pour être, par exemple, owner de notre projet. On s'entend, un projet dans GCP, c'est comme un account AWS. On est vraiment à ce niveau-là. C'est assez haut quand même. Dans notre projet, en dessous, on a toutes nos ressources. Et en fait, on peut inviter un utilisateur externe comme owner du projet. L'idée, c'est de se dire, en fin de compte, que owner, c'est un des rôles primitifs de GCP. Owner, éditeur, viewer et autres. On en a parlé la dernière fois pour les privesques. Quand on est owner d'un projet, on a tous les droits, clairement, sur un projet. On peut créer ce qu'on veut, on peut créer de la VM, on a vraiment tous les droits. On est owner, on a full permission, c'est un global admin dans Azure AD. Donc techniquement, inviter un utilisateur externe en tant qu'owner, c'est assez intéressant. Il y a des restrictions évidemment à protéger, mais by default, c'est comme ça. C'est-à-dire que faut vraiment harden ton truc pour te dire, j'autorise pas les utilisateurs externes, par exemple, qui ne sont pas membres de mon organisation, par exemple, ou de l'organisation qui est, je sais pas moi, domaine.com, avec un domaine bien précis que tu veux autoriser potentiellement à collaborer avec toi. Souvent, on voit ça, on se dit, mais c'est un peu bête. Mais en fait, c'est utilisé pourquoi? C'est utilisé vraiment pour des prestataires externes. Quelqu'un qui va te fournir un service ou autre, bah, tu as besoin de l'inviter, tu as besoin de lui donner tes droits à ton GCP, à ton projet, à ta ressource. Et en fait, comme dans GCP, on donne des droits, en fin de compte, au niveau des ressources et au niveau des levels, finalement. Bah, en fait, le level, ça peut être le projet. Comme ça peut être seulement une VM ou seulement un compte de stockage. Mais en fait, là, on va dire, on invite un utilisateur externe en tant qu'owner du projet. Donc le gars, il arrive, il est full admin. Donc il reçoit son email, comme quand on vous share un Google Drive, sauf que là, on vous share un peu plus. Beaucoup plus. C'est assez brutal et violent, là, ce degré de partage-là. Puis moi, ça me fait aucun sens que ça soit même permis de pouvoir faire ce genre de choses-là ou que ça soit si facile que ça. Ça me revient un peu comme les buckets S3 qu'on peut mettre public, là, qui avant, c'était d'une facilité incroyable, et donc les gens se tiraient dans le pied. Ben là, c'est un peu dans le même spectre d'idées que je trouve ça un peu particulier. C'est la même logique, ouais, t'as raison. Et tu sais que récemment, je pense, beaucoup de gens en ont parlé justement de tout ce qui est collaboration externe, collaboration avec entités externes. On a parlé notamment avec Teams, ça a fait un peu la une il y a pas longtemps, justement, avec le fait de Teams, by default, ils autorisaient toutes les communications externes, et c'était à toi d'aller harden, de dire non, je veux pas qu'on puisse par exemple ficher un user directement dans son Teams, tu vois, parce qu'on trouvait ça un peu trop direct comme accès avec un user. En fin de compte, c'est un peu la même chose. Là, on est en mode, on se dit, on est un peu à ce niveau-là. Il y a sûrement à un moment donné, peut-être où les cloud providers vont se dire, ouais, peut-être que on va le harden by default et on va revenir à non allowed for everyone. Puis après, on va voir au compte-goutte, vraiment, se dire, ce domaine-là, je veux l'autoriser. Ouais, c'est ça, c'est le concept de whitelist au lieu de faire un concept de blacklist. Je trouve encore un peu fascinant qu'on a encore ces vieilles affaires-là, même chez des compagnies matures comme Google, Amazon et Microsoft, qui permettent encore des éléments comme ça qui on sait tous, vont finir par nous mordre à un moment donné ou à un autre. Là. Exactement. Et surtout que par un attaquant ou un groupe d'attaquants, ça va vraiment être target et ciblé, quoi. On le verra tout à l'heure, l'autre truc qu'on a dans AWS qui est similaire, c'est le cross-account. C'est un deny par défaut, c'est-à-dire que c'est à toi d'aller autoriser dans la policy de AWS, donc c'est déjà mieux. Mais clairement, c'est pareil, la feature de cross-account, elle est logique, puisque on a besoin d'utiliser différents accounts dans AWS, dans une même organisation, parfois, mais dangereuse. Voilà. Donc on ira après. C'est un peu c'est un peu des flow by design, c'est-à-dire qu'on design un truc, on se dit ouais, il y a des features qu'on doit mettre, mais d'un côté ça peut être utilisé de manière malveillante. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de pouvoir détecter ces comportements justement dans tes environnements cloud pour pouvoir être apte à y répondre. L'autre point par rapport aux entités externes, c'est à peu près la même logique.
mais je dirais un peu plus stealth, un peu quand même, parce que là, on envoie une invitation à un utilisateur externe en tant que owner sur un projet. Bon, il y a juste à faire un get IAM policy sur le projet et de voir qu'on a un @gmail qui correspond à personne ou qu'on sait pas ce que c'est. Et faut-il encore que l'entreprise fasse des revues, hein, évidemment, mais bon, c'est un autre problème. Donc, on peut aller sur Gmail, sur par exemple une entité externe. On peut aussi dire, on configure une entité externe, donc un compte toujours pareil, Gmail ou un domaine workspace, peu importe, pour agir en tant qu'un service account. Et là, c'est intéressant parce que c'est encore un peu plus style. Ça veut dire qu'on va prendre, par exemple, on a une liste de service account, imaginons qu'on en est genre 50. On va prendre un service account bien précis, qui a quand même des droits assez intéressants, et on va dire, je veux que par exemple, sur ce service account, je vais mettre une permission IAM pour que mon johndoe@gmail.com, qui est une entité externe, qui est un user externe, ait la permission qu'on appelle IAM Service Account Actaz. Et qu'est-ce que c'est la permission Actaz? En fait, la permission Actaz, c'est simplement de agir en tant que, finalement, d'impersonnifier le service account. Donc, c'est intéressant parce que tu peux te dire, tu peux carrément mettre un rôle, en fait, un rôle à plus haut niveau, qui est le rôle service account user dans GCP. Mais dans service account user, il y a la permission service account Actaz. Et en fait, on peut vraiment réduire plus bas. On peut se dire, moi, je mets pas le rôle entier, par exemple, mais je crée juste la permission. Je prends juste la permission qui est dans le rôle. Le rôle, il y a d'autres permissions qui sont dedans. On peut dire seulement je prends la permission service account Actaz. On peut être encore plus mesquin, je dirais. Moi, comment je ferais? Je créerais un nouveau rôle. Je créerais un rôle, je sais pas moi, qui s'appelle, peu importe, mais un truc qui se blende avec les autres noms de rôles custom qui ont été créés dans GCP. Et dans ce rôle-là, je mettrais éventuellement des permissions un peu nulles qui servent à rien, ou alors je mettrais uniquement la permission que je t'ai citée, IAM service account Actaz. Ce qui fait que quand j'aurai mon service account derrière, en tant qu'admin, quand je listerai les permissions IAM que le service account il a et les permissions qu'il a autorisées, je verrai par exemple, ok, ce service account là, il y a tel user qui a les permissions, il y a tel autre service account qui a les permissions, ok. Il y a par exemple tel rôle qui peut être utilisé, d'accord, il y a telle entité qui peut utiliser le service account avec tel rôle, ok, mais il faut encore après que j'aille décrire le rôle. C'est-à-dire qu'il faut derrière que je fasse une deuxième commande pour dire, ok, mais ce rôle-là, il correspond à quoi? Il y a quoi comme permission, tu vois? En fait, je peux chaîner un peu comme ça pour essayer un peu de perdre éventuellement s'il y a une revue qui est faite, pour être plus discret, pour se blend un peu, quoi. C'est intéressant. L'idée, c'est de se dire aussi, t'as un comportement qui va être effectué par les admins ou par les ingénieurs cloud, de se dire si je peux me blender au maximum avec ce qui est fait tous les jours, avec les syntaxes, la naming convention et autres, c'est plus intéressant aussi, parce que ça va être plus difficile à détecter. Ouais, là, c'est le volet où l'humain est placé dans la chaîne de détection. Puis c'est une chose qui, dans le fond, il ne faut pas faire. Il faut mettre des automatismes le plus possible, justement, pour les intercepter, parce que les automatismes, eux, vont le voir qu'il a été créé de façon anormale ou il y a quelque chose d'anormal Bref, mais là, on est toujours dans un contexte où on trompe l'humain, justement parce que ça paraît pas pour l'humain dans ce contexte-là. C'est ça. Mais quand on prend l'exemple de certains CM Cloud, qui honnêtement sont pour l'instant, certains seront bien, je ne donne pas de nom, mais c'est encore le début du CM Cloud. Il y a plein de choses encore qui sont pas encore corrélées, détectées correctement. Mais en règle générale, ça, il va te le détecter. Il va te dire tout simplement, par exemple, il va te dire nouveau compte externe identifié, et après il va te créer un deuxième événement qui va être permission, par exemple, impersonnification de service account pour un compte externe. Après, voilà, est-ce que le lien, la corrélation est correctement faite? Est-ce qu'il arrive à allier le fait que tu donnes une permission pour impersonnifier un service account et la permission elle est donnée sur un compte externe, tu vois? Parfois, ce qu'on a vu dans des clouds, dans des CM clouds, c'est que ces deux événements, tu vois, qui sont des lignes différentes, en compte de détection, qui sont vraiment deux événements qui sont pris à part. Et en fait, la corrélation entre les deux, parfois, elle est pas faite. Et c'est dommage, parce que c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est vraiment de se dire, hey, t'as une nouvelle permission qui est mise sur un service account, et elle est mise sur un compte externe que tu n'as jamais vu de ta vie, par exemple, ou elle est mise sur une organisation externe avec qui tu n'as jamais travaillé auparavant. Ça, c'est ce qu'il faudrait faire. Donc, voilà. L'autre point dans GCP, pareil, c'est un point qui est comme les Cloud Shell. Ça, c'est un point qui est un peu commun à tous les environnements, Azure, AWS et GCP. C'est ce qu'on appelle les startup scripts. Dans GCP, ça s'appelle
des user data script. Et en fin de compte, ce sont des scripts en fin de compte qu'on va mettre pour effectuer des tâches durant soit le boot, soit le premier démarrage, soit en fin de compte, l'idée c'est de se dire j'ai besoin de déployer en général une configuration, des tools, je sais pas moi, une clé d'API sur un tool, sur la VM ou peu importe. J'utilise Startup Script pour configurer ça au lancement de la machine. Ou alors je veux faire un upgrade à chaque fois que je lance la machine, je configure un Startup Script pour valider ça, j'ai besoin de lancer des cron jobs, peu importe. Donc l'idée, c'est de se dire en tant qu'attaquant, ça peut être intéressant, en général c'est soit du PowerShell, soit du Bash, et tes routes ou NT Authority System sur des systèmes Windows. Donc l'idée, là, en fin de compte, ça va être de backdoor ces Startup Script. Donc là, c'est vraiment au niveau des ressources, hein, c'est sur la machine virtuelle finalement. Tu vas aller écrire un nouveau Startup Script dans GCP, et en écrivant le nouveau Startup Script, en fin de compte, à chaque fois que la VM va être bootée ou démarrée, et ben en fin de compte, tu vas être en mesure d'exécuter ton code. Code malveillant ou code plus ou moins malveillant. Genre, par exemple, un code plus ou moins malveillant pour GCP, bah, ce serait comme pour tout à l'heure dont on a parlé, ce serait vraiment de se dire, ta virtual machine dans GCP, ton compute engine, qui sont tous des noms différents, ton compute engine, il tourne en général avec un service account, parfois avec le default service account. Il tourne avec un service account, bah, l'idée serait de se dire, à chaque fois que ma VM elle démarre, mon startup script que j'ai backdoor, ma backdoor finalement en persistance, elle va aller récupérer le token en fait du compute engine, elle va aller récupérer son access token, le compute engine, la VM elle roule avec un service account, elle va aller récupérer ce access token de ce service account là, et elle va me l'envoyer par exemple, je sais pas moi, sur un webhook en ligne ou sur un serveur externe en tant que pour un attaquant, et tu vas pouvoir le récupérer et le réutiliser. Donc ça c'est vraiment l'idée. Je dirais que je dis pas que c'est pas moins flagué, mais c'est quand même un peu moins flagué qu'à peut-être popper un reverse shell ou une connexion. Et puis on va se dire dans ces cas-là, puis aussi il y a peut-être des enjeux de filtrage réseau, de firewall ou peu importe. Mais ça peut être intéressant parce qu'on peut se dire ok, dans ces cas-là, on récupère un token et nous après on est libre de le réutiliser comme on veut en fonction de la durée évidemment de l'access token. C'est important. L'autre point qu'on avait parlé la dernière fois en Privesk, on va en parler aujourd'hui, on avait parlé des clés SSH qu'on peut ajouter au metadata d'un projet dans GCP. Pour rappel, un projet, c'est le même qu'un account dans AWS. En tant qu'attaquant, c'est assez intéressant d'aller ajouter sa clé SSH ou une clé SSH qu'on maîtrise, hein, évidemment, au sein des métadatas d'un projet. Un projet a des métadatas, et dans ces métadatas, tu peux ajouter des clés SSH. À chaque fois qu'une VM va être, enfin, VM ou Compute Engine dans GCP, à chaque fois qu'une VM va être bootée au sein de ce projet-là, la VM va être configurée avec la clé SSH qui est dans les project metadata et dans la VM metadata, parce qu'il y a aussi la VM metadata. En fait, on peut ajouter une clé SSH au sein des metadata de la VM. À chaque fois qu'elle va être bootée, la clé SSH va être ajoutée, ou au sein du projet. Ah, le projet, c'est plus intéressant si on veut persister, parce qu'à chaque fois qu'on crée une VM, n'importe où dans le projet, on va avoir la clé SSH qui va être ajoutée. Après, il y a des restrictions, évidemment, toujours pareil, un réseau, s'il y a du firewall dans GCP, s'il y a un virtual private network, le subnet, peu importe, si l'IP, il y a une IP publique, il y a des limitations, évidemment, mais c'est une des possibilités et des techniques. Je dirais que c'est un truc assez aussi quand même classique, hein. On est quand même sur le Cloud Shell, sur ajouter une clé SSH sur une machine Linux. Enfin, si on a fait un peu de hacking, du pentest, on a déjà tous fait au moins une fois, on compromet un serveur web, on ajoute la clé SSH puis on se connecte derrière, ou alors on récupère la clé SSH puis on se connecte derrière. Donc ça, c'est assez aussi un peu un truc hérité, sauf que ce qui est intéressant là, en fait, la feature intéressante là, c'est qu'en fait, on l'ajoute au niveau du projet, ce qui fait que n'importe quoi qui est créé en dessous, n'importe quelle VM finalement, héritera de ça aussi. Et ça, c'est plutôt cool, notion d'héritage. Un peu comme si on compromettait un vCenter, par exemple, ou peu importe, et qu'on mettait une clé SSH ici, puis finalement, et chaque identité, enfin chaque VM qu'on créerait, chaque ressource qu'on créerait, hériterait en fin de compte de cette clé SSH. Plutôt cool comme feature d'ailleurs, si. Évidemment, c'est vraiment c'est s'injecter comme clé maître partout à ce moment-là dans tout l'environnement. Sans que ça paraisse trop non plus. Là, les VM ne le verront pas en tant que tel, puis il faut juste le voir dans le contrôle central si c'est bien configuré pour le détecter, cet ajout-là. Là. Absolument, absolument. Enfin, le dernier point pour GCP, un peu, je dirais pas typique de GCP, mais un truc sympa dans GCP, c'est la fonctionnalité et le service de OS Patch Management. Le service s'appelle OS Config dans GCP. C'est assez rapide à comprendre ce qu'on va faire avec ça, hein, pour persister. C'est très clairement un peu comme du WSUS et de la compromission de WSUS par exemple. C'est de se dire en fin de compte, on va envoyer un patch
finalement malveillants, évidemment, hein, sur les machines. Et en fin de compte, ce qu'on peut faire, c'est assez intéressant, c'est qu'en fait, il va utiliser en fin de compte, donc il y a un tool qui s'appelle Patchy, hein, pour ça, on va mettre un petit truc GitHub à la fin. Il y a un tool qui s'appelle Patchy. En fin de compte, ce tool-là utilise en fin de compte le service account pour créer en fin de compte des patchs, des jobs en fin de compte de patch, donc des sections de patch, et les déployer. Donc on peut les déployer directement ou on peut les déployer à certains moments précis. Et on peut mettre en fin de compte ce qu'on appelle des triggers en fin de compte pour justement se dire à un moment précis ou à telle date je veux déployer mon patch par exemple. C'est assez intéressant parce que ça peut se blender éventuellement avec une politique de patch qui est mise en place pour toutes les VM, par exemple GCP. Ça peut aussi pas mal se blender sur le fait que c'est pas forcément revu. On se dit bah non, c'est des politiques de patch. Enfin, c'est correct, tu vois. Ça s'appelle pareil que les autres patchs qu'on a mis. Ça tombe ça c'est aussi configuré pour tomber à mercredi, la nuit ou peu importe, tu vois. Donc si on se blende pas trop mal aussi, on peut persister comme ça et finalement déployer notre patch de manière régulière. Donc c'est assez intéressant. Et même du coup, si on perd après l'accès qui nous permet de déployer le patch, on peut potentiellement se dire on va via le patch, par exemple, on récupère un access token, pareil, on se le renvoie comme on a dit tout à l'heure. Et donc on récupère finalement toutes les semaines, par exemple, des access tokens qui ont une durée de vie limitée. Mais si on patch chaque semaine, on récupère des access tokens d'EVM, par exemple, chaque semaine. Donc techniquement, ça veut dire que c'est plutôt intéressant parce que chaque semaine, nous, on sait que mardi soir, là, on met notre serveur attaque en écoute sur le port 80. Et puis dans la nuit de mardi à mercredi, parce qu'il y a les patchs qui tournent, on va récupérer tous les nouveaux access tokens de toutes les VM. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que les VM tournent avec un service account à chaque fois différent. Donc on va récupérer des access tokens avec tous les services account différents. Donc plutôt cool comme persistance et plutôt intéressant. Pareil, je donne des idées, hein, mais ce sont juste des idées. Je ne dis pas de faire ça. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça à la maison. Nous sommes des professionnels. Disclaimer. Exactement. Pour GCP, c'est à peu près tout. C'est les principales, les plus intéressantes, moi je trouve. Surtout celles qu'il faut éventuellement se dire, tiens, et si je jetais un coup d'œil, moi, en tant qu'équipe de défense, ou est-ce que je checkais si ma détection elle me permet de voir des choses à ce niveau-là qui sont intéressantes, je pense. Voilà. Tout à fait. On basculerait sur AWS, qui pour moi aussi est un peu moins bien connu que Azure. Je garde ceux que je connais le plus pour la fin. Ça marche. AWS, c'est bien parce qu'on monte pas en complexité, mais réellement, pour moi, on monte tranquillement. Donc AWS où on va pas mal jouer. De toute façon, AWS, c'est connu pour la notion de policy. Dans Azure ou dans GCP, on a des modèles IAM précis. Dans AWS, on en a d'autres. Dans AWS, vraiment, le modèle IAM repose sur les policies et sur la notion de j'ai un fichier JSON qui me décrit en fin de compte ce que je peux faire sur la ressource ou qui me décrit qui peut faire quoi. Ce qui est intéressant pour persister dans AWS, c'est de mettre à jour ces policies. Donc très clairement, on va en général mettre à jour ce qu'on appelle la Trust Policy ou Trust Relationship. C'est la capacité de se dire, par exemple, pour un user, pour un rôle, pour une ressource VM, S3, peu importe, fonction lambda, ils vont avoir une Trust Policy. C'est en fin de compte une policy sur laquelle je vais pouvoir dire, par exemple, un compte externe, un autre compte AWS, a la capacité de faire telle ou telle action. Et en fait, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on peut en fait prendre une entité externe d'un compte AWS externe, donc compte AWS externe, j'entends compte AWS contrôlé par un attaquant, et on peut lui dire par exemple, on prend un rôle bien précis, par exemple le rôle administrateur access dans AWS, et on lui dit, ta trust policy à toi, ça va être que tel compte AWS externe, qui est le compte de l'attaquant, peut t'assumer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que demain, en fait, l'attaquant, il a juste besoin de connaître le nom du rôle, administrateur access, c'est le nom du rôle built-in by AWS, et le account ID AWS, il le connaît, parce que s'il a modifié la trust policy, il connaît le account ID, et il peut assumer ce rôle-là en fin de compte directement. Il obtient ce qu'on appelle un short-lived token, qui commence par ASIA et autres. Et l'objectif, en fin de compte, ça va être de persister comme ça, en modifiant la trust policy, soit d'un user, d'un rôle, soit directement d'une ressource. Ça peut être intéressant aussi de le faire, par exemple, pour une VM, pour un EC2, de se dire, la EC2, par exemple, je vais pouvoir créer un snapshot, par exemple, où je vais pouvoir backup l'instance EC2 depuis mon compte externe. Ça peut être intéressant pour un bucket S3 aussi. Par exemple, un bucket S3,
ce qu'on voit souvent, c'est on a un site web et on voit que les ressources, par exemple CSS et JSON, CSS et JavaScript, CSS et JavaScript sont load depuis un S3. On se dit bon bah ok, c'est load depuis un S3 classique, enfin ça, y a pas mal de gens le font. Mais si tu compromets ce S3, qu'est-ce qui se passe? Si tu compromets ce S3, en fin de compte, tu as le droit d'écriture, t'as le droit de lecture et d'écriture potentiellement sur les fichiers de JavaScript. Donc potentiellement, en fin de compte, tu as une backdoor persistante finalement sur le site web pour faire de la XSS stockée, pour faire, je sais pas moi, du minage JS, comme on a pu voir, pour faire de la redirection arbitraire, pour faire de la distribution de malware. Tout simplement, avec JavaScript, tu fais vraiment plein de choses. Potentiellement de la prise de contrôle sur du browser, sur du browser pas à jour, de l'exploit, de bypass de la sandbox du browser et pouvoir exécuter du code système directement sur le système de l'utilisateur. S'il utilise par exemple Internet Explorer 8. Voilà, des choses sympas. Donc en fin de compte, c'est assez intéressant d'avoir la main sur des buckets S3 pour cette raison. Ça peut être un bucket S3 aussi qui par exemple gère du code. Par exemple, tu héberges ton code de telle fonction lambda dans ce bucket S3. Et puis quand tu le mets à jour, ça met à jour directement dans le bucket S3. Donc ta fonction lambda, elle a des droits pour écrire dans le bucket S3, forcément, puisqu'elle écrit son code. C'est pas mal. Donc si tu as accès au bucket S3, tu modifies le code, la fonction lambda va s'exécuter avec ton code modifié. Donc ça peut être une persistance sympa. Et ce qui est intéressant dans les buckets S3, c'est aussi ce qu'on appelle tout à l'heure la Trust Policy. C'est une ACL, toujours pareil, mais c'est vraiment de persister via ça. On peut faire un peu les bourrins, entre guillemets, se dire, bon, vas-y, moi, je mets l'ACL du bucket S3 en public access pour tout le monde. Oui, c'est une technique pas très discrète. Et en plus de ça, il y a d'autres paramètres qui vont devoir être pris en considération, comme ce qu'on appelle le bucket public access block, qui est une feature qui, par défaut, maintenant, aujourd'hui, bloque l'accès public au S3, qu'il va falloir que tu outrepasses finalement, ou que tu désactives. Ça va clairement lâcher des gros logs, des emails, ça va envoyer des emails, enfin c'est pas du tout discret. Donc en général, je déconseillerais de faire ça pour un attaquant. Moi, en tant qu'attaquant, très clairement, l'idée serait de se dire, je modifie la policy du bucket S3 pour toujours avoir un accès en lecture et en écriture, mais je veux quand même que ce soit à peu près discret. Donc ce que je vais faire, c'est que je modifie la CL et je vais mettre, comme tout à l'heure, une trust policy en disant, ce compte AWS externe là, il a la possibilité de lire et d'écrire dans le bucket S3. Ça veut dire que pour le détecter, c'est quoi? En général, les CIEM vont se dire, c'est la première fois que je vois un compte AWS externe avec ce AWS Account ID. Attention, par exemple. Bon, très bien. Ça ne dit pas grand-chose. On va peut-être te dire, la policy du bucket S3 elle a été update. Si c'est le cas, c'est un bon point. Mais le mieux, c'est de se faire le lien. C'est de se dire, ton policy de bucket S3 a été updaté avec un nouveau compte externe avec lequel tu n'as jamais travaillé. Voilà. Cette corrélation, toujours pareil, on l'a pas tout le temps. En tout cas, sur le dernier CIEM qu'on a fait, Cloud, il n'y avait pas. Il y avait les deux lignes, il y avait nouveau compte AWS externe, et l'autre ligne, c'était S3 Bucket Policy Modified. Il n'y avait pas vraiment de lien entre les deux, ce qui est dommage. Parce que pour l'analyste, c'est intéressant justement d'avoir la corrélation. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va persister comme ça. Là, tu persistes pas forcément sur un accès pur, sauf si, comme on l'a dit, c'est utilisé pour une fonction lambda derrière qui exécute le code. Mais tu vas quand même persister pour de la donnée, par exemple, ou pour l'écriture sur un site tiers, externe, ou peu importe. Ça peut être aussi, du code qui est stocké là, qui va être envoyé sur un code pipeline, ou peu importe, qui est en attente de revue de validation, ou des choses comme ça, et tu vas pouvoir finalement t'injecter et backdoor et persister au niveau du pipeline de développement. Enfin, ça peut être plein de choses. Enfin, ça va être en fonction de qu'est-ce que fait finalement l'organisation, c'est quoi son risque. Et après, ça peut être aussi très simplement se dire juste c'est de l'accès à de la donnée, tu vois. Ça peut être, je sais pas moi, juste je sais pas, par exemple, imaginons des cartes soleil qui sont stockées sur un bucket S3, des photocopies de passeports, et puis se dire, moi ça m'intéresse par exemple d'avoir les mises à jour, je sais pas moi, d'avoir une petite mise à jour toutes les semaines de c'est quoi les nouveaux passeports qui sont tombés cette semaine, quoi. Par exemple, voilà. C'est des exemples courants. Oui, et un rappel brutal, ne stockez pas ça, ces données-là, si vous n'en avez pas de besoin. Puis vous allez justement vous créer des problèmes. Là, on parle de cas de persistance, mais tu sais, c'est eux, justement, les attaquants vont chercher ce genre de choses-là. Toi, tu le fais dans un contexte professionnel et autorisé, mais il y a beaucoup d'attaquants qui le font dans un contexte malveillant et non autorisé, puis ils vont aller justement aller chercher ces informations-là. Et souvent, ils ont même des scripts qui vont détecter rapidement l'information personnelle qui est le fun à voler. Donc, ouais.
Oui. C'est mal de faire ça, mais bref, on consacre la persistance. Et AWS, donc on a parlé juste là des fonctions lambda. Je parlais de backdoor du 1S3 qui potentiellement la fonction lambda récupère sur le S3. Les fonctions lambda, c'est du serverless. Donc clairement, quand tu es dans AWS ou dans la command line, tu modifies du code, c'est tout. Python, Ruby, Perl, peu importe ce que tu as choisi pour créer ta fonction lambda. Très clairement, en général, ça va être intéressant pour persister aussi la fonction lambda. Tu peux potentiellement ajouter un script dans le script Python, par exemple, ou dans le programme de la fonction lambda, ta backdoor, assez classique. Clairement, la dernière fois qu'on l'a fait, ça n'avait pas tellement vraiment été vu. Ça avait été vu qu'il y avait une modification d'une fonction lambda, mais c'était vraiment trigger en tant que low ou info. Je suis même plus sûr que c'était un rendu low, même peut-être du info. C'est assez intéressant parce que ta fonction lambda, techniquement, tu peux aller récupérer son access token, en fin de compte. Elle va le tourner avec une identité. Et très souvent, les fonctions lambda vont avoir besoin de certaines permissions, certains rôles. Une fonction lambda seule, en fait, dans AWS, elle peut faire des choses, hein, certes, mais elle fera pas non plus grand-chose. Donc, à minima, la fonction lambda aura des permissions et des rôles que potentiellement tu n'as pas au tout départ en plus. Donc, on en a parlé la dernière fois pour la Privesk, mais c'est intéressant pour la persistance parce que potentiellement, ta fonction lambda, elle a plus de droits, et donc ça peut être intéressant de juste modifier le code pour récupérer ces tokens de cette fonction lambda, se dire, dans 6 mois, par exemple, j'ai envie de revenir, elle va s'exécuter, mon code va s'exécuter, et puis je vais récupérer ses droits, elle, parce que par exemple, elle a tel droit IAM dans AWS que j'ai pas avec mon compte actuel. Voilà. Donc ça peut être un bon moyen. C'est pas mal fait quand même aussi, pas mal vu, soit en Privesk, soit en persistance. On a parlé tout à l'heure, donc on va pas trop y aller sur AWS, mais on parlait tout à l'heure dans GCP des startup scripts. Je disais que dans AWS, ça s'appelait les user data scripts. On va pas en reparler, mais voilà, c'est des scripts qui sont typiquement utilisés pour installer des softs, download de la config ou peu importe. Là, clairement, c'est le but, c'est d'aller juste mettre ta backdoor en fin de compte dans ce user data script. À chaque fois que la machine, au premier démarrage ou à chaque reboot, à chaque fois qu'elle boot ou au premier démarrage, ça va exécuter ce code-là. Toujours pareil dans AWS, c'est comme dans GCP, Bash ou PowerShell, root ou NT Authority System. Donc t'es quand même assez haut au niveau des permissions sur le système. Finalement, si on réfléchit bien, c'est user data script et c'est startup script dans GCP. En fait, c'est un peu la même logique que les Cloud Shell. C'est un peu la même logique que backdoorer un bash RC finalement. Parce qu'en fin de compte, c'est genre à chaque démarrage. Un bash RC, par exemple, quand tu backdoor ça sur un système Linux, tu backdoor pour chaque user. Donc, tu vas backdoorer pour l'user que tu as. Peut-être qu'il n'a pas tous les droits. Peut-être que tu backdoor le bash RC du root si tu es content. Là, en fait, c'est à peu près la même chose. Honnêtement, backdoorer les user data script, c'est exécuté en tant que root. Donc, ce serait la même chose que backdoorer un bash RC. Finalement, tu as accès en root et tu exécutes de la commande. Pareil pour les EC2. Les EC2 utilisent une identité comme des fonctions lambda via un access token. Cet access token, j'ai access token, mais c'est access key. Désolé, access token c'est pour GCP. Cet access key pour les EC2 et les lambda, elle a des droits et des permissions. Donc c'est intéressant aussi en termes de persistance. Si tu mets un user data script qui récupère ces access keys de ton EC2, qui te les renvoie, c'est plutôt intéressant. On en a parlé dans l'épisode de Privesk, t'as juste besoin d'aller requêter ce qu'on appelle la AWS Metadata Service au niveau de l'instance EC2 en Bash ou en PowerShell, c'est faisable, c'est un curl clairement, pour récupérer les tokens. Donc c'est plutôt cool. Donc ça, c'est assez classique aussi. Dernière technique dans AWS que je trouve assez intéressante et pas trop connue et plutôt discrète aussi au niveau détection et surtout au niveau remédiation un peu compliqué. C'est ce qu'on appelle le AWS User Federation. C'est en fait la possibilité de créer ce qu'on appelle un token de fédération, un Federation Token, dans AWS via le service STS, Service Token Service. Clairement, service avec un nom simple, pour une fois dans le cloud, c'est cool, Service Token Service. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, le call d'API, c'est le STS Get Federation Token. Et en fait, tu vas aller, première étape, tu compromettez un user account, un user IAM par exemple, qui a la permission STS Get Federation Token. Ok. Parmi d'autres, évidemment. Ce user-là, du coup, tu te dis je vais créer moi avec ce user-là. Il a un mot de passe pour se connecter à la console via le browser et il a une access key dans AWS. Tu peux réutiliser celle-là pour persister.
Mais techniquement, si les admins font leur boulot et qu'ils arrivent à te retrouver, tu vois, bah ils vont changer de mot de passe, supprimer son console access, supprimer le console access carrément. Donc c'est-à-dire qu'ils vont supprimer sa possibilité de se loguer finalement via le browser à la console AWS, ou disable son mot de passe, ou le changer, ou supprimer l'access key. Bon, ils ont plein de possibilités. Ou, mais c'est pas recommandé par AWS, hein, delete carrément le user account. C'est pas recommandé, parce que si tu veux après faire du forensic et peu importe, bon, delete pas ton user account, ce sera un peu bête. Garde-le, mais joue plus sur les permissions. Donc, imaginons que tu compromettes un user, tu te dis, bah, il a une access key, il a un accès console, AWS. Moi, je vais faire un autre truc, en fait, moi. Je vais créer ce qu'on appelle un federation token. Tu vas créer ce qu'on appelle une session fédérée, finalement, avec l'identité IAM du user. L'objectif, c'est que si jamais c'est découvert, par exemple, quand tu as compromis ce user-là par la Blue Team, et qu'elle se dit, bah, tiens, je vais supprimer son accès à la console, ou supprimer son mot de passe, ou le modifier, je vais supprimer son access token, le temps d'investiguer, par exemple. Très bonne action. Tac, je supprime tout, j'investigue. Mais toi, en fin de compte, même si l'access key, access token, j'ai souvent, mais même si l'access key et le console password pour se connecter dans le browser, ils sont supprimés, ton federation token marche toujours. Et tu peux toujours l'utiliser. Donc c'est super intéressant pour un attaquant pour persister, puisque c'est comme une double persistance finalement. C'est même après la défense et la réponse. S'ils répondent pas de manière adéquate et correcte, t'as encore une technique pour persister. C'est vachement intéressant. En plus de ça, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les federated sessions, enfin les sessions fédérées comme ça, elles ont des permissions qui sont assez restreintes. C'est-à-dire que toutes les actions ne sont pas autorisées, parce que c'est pour un but précis normalement. Donc par exemple, il y a des actions quand tu utilises le service IAM, par exemple, toutes les actions ne sont pas forcément autorisées. Mais ce qui est très intéressant, c'est que depuis ce token de fédération, t'es pas obligé forcément de rester en command line non plus. Tu peux même te créer en fait un accès à la console. Donc c'est super intéressant parce qu'en fin de compte, le user, on se dit, ok, on a répondu, on a disable son mot de passe, disable son accès à la console, on a disable son access token, on est tranquille. Toi, en tant qu'attaquant, tu as créé ton federation token, tu peux demander à ce moment-là, en fait, une federation session pour te loguer à la console. C'est assez intéressant parce que même si l'utilisateur n'a pas de mot de passe, en fin de compte, tu vas pouvoir te connecter. Et ça, c'est fait via le même service, STS. Et c'est hyper intéressant. Il y a un tool qui permet de le faire, ça s'appelle AWS Consoler. C'est NetSpy qui l'a fait. Et l'objectif de ce tool-là, justement, c'est ça. C'est d'abuser cette feature, en fin de compte, du service STS pour obtenir, en fin de compte, un federation token pour te connecter directement à la console, même si l'utilisateur, il a plus de mot de passe, plus d'access token, et que la Blue Team pense avoir répondu. En fait, la manière la plus correcte de répondre à ça, ce serait, dans un premier temps, déjà de checker ses logs, hein, première étape. Est-ce qu'il y a un federation token qui a été généré? Et puis après, ce serait de se dire, peut-être qu'il faut changer les permissions ou réduire les permissions du user IAM. Parce qu'en fin de compte, à partir du moment où tu interagis et tu modifies ou supprimes les permissions ou deny les permissions IAM du user, le federation token est impacté. Et là, c'est intéressant pour la réponse, en fin de compte. Parce que si je fais pas ça, le gars, il reste avec le federation token avec les mêmes permissions, et il peut recréer un accès à la console et autres. Donc réellement, c'est vraiment l'idée. Donc c'est vraiment de détacher soit les permissions du user, soit de révoquer un peu ses permissions, soit de les deny. Donc ça, c'est intéressant comme technique aussi de persistance, je trouve, dans AWS, puisque c'est une technique en 2 étapes, je dirais. Si t'es découvert, t'as encore, entre guillemets, une balle dans le barillet qui reste. Ça, c'est toujours cool. Toujours très pratique, oui. Yes. On va passer à du Azure, pardon. Dernier petit point sur du Azure. Azure, on va reparler pas mal. On a parlé la dernière fois de Service Principal, de Azure Application, de App Registration et autres. Une des techniques qu'on peut créer pour persister, mais qui sont liées en fin de compte, ça va être de créer une nouvelle application. Donc une nouvelle App Registration. Les applications dans Azure AD sont, comme on l'a dit la dernière fois, elles run as, donc elles sont lancées en tant que un service principal. Donc quand on crée une nouvelle application,
qu'on va appeler par exemple avec un nom très similaire à une application qui existe déjà dans l'environnement Azure AD. Quand on crée une nouvelle application dans Azure AD, on va par exemple aussi indirectement, et c'est comme ça que ça fonctionne, créer un nouveau service principal. Ça peut être une bonne technique parce que du coup l'application va peut-être se mixer avec les autres applications, peut-être que ça va pas être aussi bien logué ou monitoré. Le service principal qui a été créé après, on peut le réutiliser nous en tant qu'attaquant. Donc par exemple, on va pouvoir sur le service principal avec l'application on l'a créé, donc on est owner. En tant que owner de l'application, on a la possibilité de mettre un mot de passe sur le service principal. Donc on lui définit un mot de passe, on récupère un mot de passe qui a été défini et on se connecte en tant que le service principal. C'est intéressant parce que le service principal n'aura pas de MFA qui sera requis. Parce que il n'y a pas la possibilité de le configurer pour le service principal, donc c'est intéressant. Et puis ça va être intéressant parce que ça passe en dessous un peu du radar parfois et que les services principaux sont encore aujourd'hui assez mal revus, que la détection est pas vraiment encore au point pour ces points-là dans Azure. C'est le même point, par exemple, pour persister, que quand on hijack un service principal. On peut imaginer aussi une application qui existe déjà, qui a déjà un service principal, et on va, nous, en tant qu'attaquant, lui assigner un nouveau mot de passe. Même logique. Mais on utilise une application déjà légitime. En général, je ferais plutôt ça. C'est quand même mieux, je trouve, que de créer une nouvelle application. C'est moins flag. Mais ça peut être des cas de test un peu différents. Tu vois, ça peut être un peu des cas de test de détection, de se dire, est-ce qu'on détecte quand une nouvelle application est créée? Est-ce qu'on détecte quand un service principal, le mot de passe est changé? Est-ce qu'on détecte quand il y a un nouveau service principal qui est créé? C'est vraiment des cas de détection, un peu que j'amène là, finalement, de se dire, vraiment pour les Blue Team, c'est quelqu'un qui écoute là, qui fait un peu de la détection dans Azure, c'est un peu ça, c'est un peu des points de détection, c'est un peu de se dire, ok, est-ce que je détecte ça? Est-ce que je détecte ça? Donc les services principaux, c'est ça. On peut aussi faire du hijacking, entre guillemets, c'est juste changer le mot de passe du service principal, et on va arriver à la même logique, où on n'aura pas besoin de MFA pour se connecter, vu que c'est un service principal. Donc assez intéressant. Si on continue sur les services principaux, le dernier point je trouve intéressant aussi à faire avec ça, en termes d'abus pour un attaquant, pour persister, c'est de s'ajouter en fin de compte des permissions bien précises en utilisant la MS Graph API. On en a parlé la dernière fois dans la Privesc. La MS Graph API, c'est une API Microsoft qui permet en fin de compte d'aller interagir avec beaucoup de choses, avec les ressources dans Azure, avec le Azure AD Directory Service, avec du Office 365 aussi, et tes users finalement dans ton Office 365 et tes applications, OneDrive, Mail et autres. Donc c'est assez intéressant comme API, c'est assez puissant, même très très puissant. Et abuser cette API avec les services principaux, c'est super. C'est un peu à la mode aussi. Ça a été fait par exemple on en parlait la dernière fois, mais pendant l'incident SolarWinds, c'était une des techniques aussi de persistance et d'abus qu'ils ont mis en place. Donc techniquement, c'est vraiment intéressant. Pareil, là, ça nécessite deux niveaux un peu de détection, je dirais. Ça nécessite de valider et revoir tes services principaux, mais aussi valider et revoir les permissions qu'ont tes services principaux et à quel niveau ils les ont. Donc c'est assez intéressant. Et par exemple, on va se dire, le service principal, je lui fournis des permissions Microsoft Graph API bien précis, et je lui fournis par exemple read write all sur le mail, donc il va pouvoir aller lire et écrire tous les emails au niveau de tous les utilisateurs, et read write all file OneDrive, pour aller lire et accéder à tous les fichiers OneDrive. Là, on est sur de la persistance, sur de l'accès à de la donnée, de l'accès à des emails, à de la data dans du OneDrive. Mais on s'entend, c'est très intéressant. Ça arrive souvent que les entreprises, dans des OneDrive, par exemple, ou des SharePoint, par exemple, cloisonnent, segmentent pas forcément parfaitement les données, on va dire. Donc, c'est quand même assez intéressant pour un attaquant. L'autre point, évidemment, assez classique, pas propre à Azure, propre un peu à tout le monde, à WHSCP, c'est d'assigner un rôle, une permission à un user. Donc par exemple, comme créer un nouveau user, tu peux aussi assigner un user à un groupe qui a des droits d'administration précis pour persister, assigner un nouveau rôle, une nouvelle permission à un user. Donc ça peut être intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant en général, c'est de jouer un peu sur les rôles primitifs dans Azure, comme par exemple le rôle contributeur, qui est un rôle qui est c'est pas le owner quoi, mais c'est quand même il y a pas mal d'accès. Il peut exécuter par exemple des commandes système sur les VM, donc c'est assez intéressant. Mais par exemple de jouer avec ce rôle de contributeur, mais sur des différents levels, c'est-à-dire de se dire, ok, au lieu de dire tel user
il est contributeur, par exemple, peut-être que je vais mettre contributeur sur seulement une seule VM. Donc, je vais directement aller modifier les permissions en fait IAM en fin de compte sur la VM pour dire tel user est contributeur de la VM et uniquement celle-là. Et par exemple, je vais prendre une VM qui, je sais, a potentiellement une managed identity avec des droits bien précis. Je peux aller par exemple dans Azure AD, lister les managed identity. Elles sont listables directement, je les liste et je vérifie les rôles et les permissions qu'a la managed identity. Parfois, la managed identity peut avoir aussi des permissions sur l'API Graph Microsoft. Donc, on a des liens comme ça qui se créent vraiment où on peut se dire, j'ai un user, je lui mets contributeur rôle sur une seule VM. Cette VM, elle a une managed identity. Cette managed identity, elle a des permissions sur l'API Graph Microsoft, par exemple, pour aller lire les emails. Et voilà, on a une permission sur les emails. Donc, c'est assez intéressant. Et en général, ça, c'est un truc à checker aussi, à pouvoir être en mesure de détecter, se dire, est-ce que j'ai des rôles contributeurs qui sont mis sur des ressources? Pourquoi? Tu peux aussi mettre le rôle contributeur sur la subscription. Du coup, il va être, comme dans le cas d'un projet dans GCP, il va être en fait contributeur vraiment au niveau de la subscription, donc tout en haut. Donc, toutes les VM qui sont créées en dessous, il va en hériter en fait. Donc c'est assez intéressant. Donc là vraiment c'est un truc un peu classique. On va vraiment jouer sur des rôles, des permissions, les mettre à différents niveaux et voir où est-ce que c'est détecté. On peut les mettre vraiment un peu partout pour justement se dire tiens, je me garde entre guillemets des balles proches ou des flèches prêtes si jamais j'en ai une qui casse ou deux. Autre technique aussi qu'on a vu dans certaines attaques, c'est les attaquants en fin de compte qui modifiaient les conditional access policy, bien que je recommande pas forcément de faire ça si vous faites ça chez un client par exemple, parce que bon, on sent que c'est un peu sensible comme features, mais attention quand même, c'est intéressant parce que ça peut être des cas de figure où par exemple on a compromis un user account. Tous les users doivent utiliser le MFA et tous les utilisateurs doivent utiliser par exemple un device join qui est compliant avec la policy de l'entreprise. En clair, toi en tant qu'attaquant, tu pourras pas te connecter. C'est-à-dire que tu auras beau avoir le user, le mot de passe, même potentiellement avoir même aller resetup le MFA ou configurer le MFA sur l'user que tu as créé. Tu pourras toujours pas te connecter parce que tu n'es pas compliant au niveau de ton device ou tu n'as pas un device qui est join au Azure AD. Bon. Donc t'es un peu bloqué. Donc l'idée c'est de se dire peut-être que j'ai envie de bypass ça en fin de compte. Donc modifier potentiellement les conditional access policy. Et très souvent, de toute manière, il n'y a pas besoin forcément d'aller modifier non plus des conditional access policy. Tu peux le faire à deux endroits. Tu peux soit modifier, oui, la conditional access policy pour exclure, par exemple, un compte précis, ou pour exclure un user. Par exemple, ce user-là, il est exclu de telle policy qui dit qu'il faut qu'il soit device join pour tout le monde, ou qu'il faut qu'il utilise un MFA. Mais tu peux aussi, par exemple, aller l'ajouter. Très souvent, on le voit dans les organisations, il y a des groupes qui bypassent en fin de compte ces conditional access policy pour des questions business, opérationnelles. On a besoin, par exemple, que ce user se connecte partout. Donc, on le met dans un groupe bien précis, bypass, device join, conditional access policy. Et ça, par exemple, tu peux t'ajouter au groupe. Tu auras le même effet que si tu t'excluais, par exemple, directement ton user de la conditional access policy. À toi de voir en tant qu'attaquant qu'est-ce qui va se blender le mieux et qu'est-ce qui va potentiellement être détecté ou pas. Toujours pareil pour côté défense et détection. Si on a envie de détecter ces use cases, vraiment c'est important. C'est des bons use cases à détecter. Le dernier point pour Azure, spécifique à Azure aussi, un peu comme on en a eu pour des AWS, GCP, des cas de persistance bien précis, c'est le cas des automation accounts, donc c'est des comptes d'automatisation, en fin de compte, dans Azure. Ça, c'est intéressant. Les comptes d'automatisation, très clairement, notamment, ils sont utilisés pour automatiser des processus, automatiser du patch deployment, automatiser des tâches, en fin de compte, dans Azure ou Azure AD. C'est assez intéressant. L'objectif, c'est que tu crées un compte d'automatisation, un automation account, et tu lui assignes des actions ou des jobs en fait. Et ces jobs, ça peut être très souvent, c'est par exemple du PowerShell qui va tourner. Par exemple, ça va être, je sais pas moi, il y a un job qui tourne tous les jours pour, moi je sais pas, lister les snapshots qui sont faits, lister les VM, lister les stockages et autres. Et quand les automation accounts ils run, ces automation accounts, il faut qu'ils run dans quelque chose, il faut qu'ils exécutent du PowerShell, donc il faut qu'il soit quelqu'un en fait. Donc quand il faut qu'il soit quelqu'un dans Azure, on utilise soit un user, c'est pas le cas, soit un service principal, soit une managed identity. À l'époque, les automation accounts, ils revenaient avec ce qu'on appelle
un RunAs, bref, qui était en fait un service principal. Maintenant, les automation accounts, ils utilisent uniquement de la managed identity, mais c'est intéressant tout autant pour un attaquant. Donc en fait, l'objectif du automation account et de la persistance via ce service-là, c'est de se dire que si l'automation account a des privilèges potentiellement excessifs, donc quand on entend privilège excessif, ça veut dire qu'en fait que la managed identity qui est liée à ce automation account, parce que quand tu crées un automation account, tu links forcément une managed identity qui elle-même peut avoir des permissions, peut avoir des rôles et des droits. Donc l'objectif, c'est de se dire, soit je modifie les permissions de la managed identity avec laquelle l'automation account run, soit je crée un nouveau automation account avec une nouvelle managed entity à laquelle je mets par exemple subscription owner permission, donc la permission d'être owner de la subscription. Donc je vais pouvoir par exemple créer des users et ainsi de suite. Donc là c'est pareil, chose à flaguer, hein, création de nouveau automation account, managed entity avec trop de privilèges. Et en fait l'idée de ces automation accounts, ce qui est intéressant en tant que persistance, c'est que tu peux soit dire, par exemple, le job, il run tous les jours à telle heure, ou toutes les semaines, ou peu importe. Donc, tu persistes comme ça. Et tu lui fais exécuter de la commande PowerShell, des commandes via le module, par exemple, AZ, le PowerShell module AZ de Azure. Ou tu peux aussi, et ça c'est assez intéressant, lui faire exécuter, en fin de compte, ce qu'on appelle des webhooks. Et en fait, les webhooks, ça va être des sortes de triggers, en fin de compte, qui vont en fait déclencher le job, en fin de compte, de ton automation account que tu as créé. Donc, imaginons que tu aies compromis ou créé un nouveau automation account qui est une managed identity, cette managed identity, elle a des permissions, par exemple, owner sur la subscription. Bah, tu vas, via une post request, et n'importe qui peut le faire depuis l'externe, pouvoir déclencher, en fin de compte, son déclenchement. Donc, tu crées ton automation account, t'importes ce qu'on appelle un runbook, en fin de compte, avec les permissions, la managed identity et autres. Ensuite, tu assignes en fin de compte une permission user administrateur ou subscription owner à ton automation account, à ta managed identity. Tu ajoutes ton trigger, c'est-à-dire que tu dis, moi, mon automation account, mon runbook, là, qui est ici, je veux qu'il se run, par exemple, tous les jours, ou je veux pouvoir le runner via l'externe, avec un webhook. Le webhook, c'est quoi? C'est une URL avec un token qui suit derrière. Quand tu crées le webhook, tu l'as. En tant qu'attaquant, tu la copies, tu la colles, tu la mets de côté. Et ensuite, toi, en tant qu'attaquant, tu vas juste runner à l'externe le webhook qui va déclencher, en fin de compte, le runbook de l'automation account. Et ensuite, tu vas passer c'est une requête post, donc tu as un body dans lequel tu vas passer les informations comme username, password pour créer ton nouveau compte. Et à chaque fois, en fin de compte, que tu vas lancer ce webhook avec ton body dans ton post, ton username, ton mot de passe, en fin de compte, tu vas demander à créer un nouveau compte et c'est ton automation account avec sa managed identity qui a des permissions bien précises qui va créer le compte. Donc en plus de ça, pour un terme de détection pour la Blue Team, on se rend compte que faut déjà détecter qu'est-ce qui a créé. Ah, c'est une managed entity qui a créé un nouveau compte. Mais la managed entity est utilisée par qui? Est-ce que c'est une VM? Est-ce que c'est une fonction? Est-ce que c'est quoi? Ah, c'est un automation account. C'est quoi? Ça se trouve, ils ont jamais utilisé ça de leur vie. C'est quoi automation account? Comment ça marche, par exemple? Donc, c'est assez intéressant comme persistance. Et en fait, vraiment, en tant qu'attaquant, ce qui est cool, moi, je trouve, c'est que tu vas trigger, vraiment, tu vas déclencher ton webhook, en fin de compte, seulement avec une post request et depuis l'externe. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et puis, évidemment, j'ai pris l'exemple, créer un nouveau user, mais ça peut être booter une nouvelle VM, copier un storage account dans un autre storage account externe. Ça peut être plein de choses. Donc, toutes les actions sont possibles. Parce que finalement, tu peux faire du PowerShell, tu peux faire du Python, il me semble aussi maintenant dans les runbooks. Tu peux faire plein de langages différents, donc tu peux faire plein d'actions différentes. Donc c'est assez intéressant. Puis ce qui est cool, c'est que t'as vraiment aussi le module A à Z, tu vois, PowerShell, où tu peux vraiment manager tes VM en command line et autres machin. Donc tu crées juste ton script, en compte, tu mets dans ton runbook et tu le lances. Donc, ça c'est plutôt cool. Moi je trouve comme persistance dans Azure aussi, un peu moins connu je dirais et pas forcément très trigger non plus et détecté. Ouais, c'est ça, c'est la détection dans ce cas-ci qui donne la clé à la persistance, puis toute la capacité, toute la puissance de cette souplesse, parce que quand tu es capable de programmer ta persistance, ensuite tu es capable de multiplier le bonheur et le pain. C'est ça. Puis on parle encore de managed identity, donc la managed identity, elle a des clés, un access token, enfin que tu peux aussi potentiellement la récupérer. Donc tu pourrais juste en fin de compte trigger ton webhook, il va lancer le runbook, il va lancer son PowerShell,
juste pour récupérer, par exemple, l'access token, la session de la managed entity pour récupérer son identité. Donc ça peut être aussi intéressant comme ça. Tu peux pas forcément ne faire créer un nouveau user. Là, c'est un peu flax pour le preuve de concept, tu vois. Et tu peux aussi être un peu plus style en récupérant, par exemple, dès que tu le veux, tu vois, un access token bien précis, tu vois, parce que tu sais que, par exemple, cette managed entity, elle a vachement de droits dans ta subscription ou peu importe. Et c'est ça. C'est plutôt cool. On va aller chercher très, très plaisant. Voilà. Donc, c'est un peu les 3 points, ouais. C'est un peu les 3 niveaux, Azure, AWS, GCP. Quelques exemples un peu typiques, je dirais, de ces environnements. Puis, quelques exemples généraux, comme on a vu avec le Cloud Shell ou les startup scripts comme ça, qui sont un peu finalement des trucs un peu hérités aussi de l'IT classique. Ouais, ben c'est ça, c'est des vieux concepts avec des nouveaux concepts. Là. C'est un peu ça le volet très imaginatif qui est utile à ça. Puis c'est ça aussi que je trouve fascinant parce que moi, je viens du vieux monde où on avait des buffer overflow en C et on retrouve avec des concepts qui sont similaires encore maintenant. Bon, on fait plus de buffer overflow, c'est sûr, mais on va tricher des façons qui étaient similaires dans la même logique ou dans la même façon maintenant, juste réadapter aux outils dans lesquels on fait face maintenant avec ces éléments-là. C'est excellent. Oui. C'est ça, c'est absolument ça. Ouais. Sur ça, on va compléter sur ce volet-là. Je te remercie énormément. C'est toujours très, très intéressant ces choses-là. Surtout que tu couvres les 3 grands clans d'or en plus. Fait que ça donne quand même une bonne vue des différents éléments associés à ça. Fait que c'est très chouette. C'est cool. Merci à toi.